Alexei Greenbaum est chercheur au LARCIM, au CEA, à Saclay. Donc, le LARCIM, c'est le laboratoire de recherche sur les sciences de la matière. Et tu as deux casquettes, on pourrait dire, une casquette de physicien, philosophe de la mécanique quantique. C'est pas cette casquette-là que tu vas revêtir aujourd'hui, mais plutôt la casquette de philosophe des sciences du point de vue éthique. Donc tu as beaucoup réfléchi à l'éthique par rapport aux nouvelles technologies, notamment les nanotechnologies, la robotique et bien sûr, pour ce qui nous concerne, l'intelligence artificielle. Cela a donné lieu d'ailleurs à une publication, Les robots et le mal, voilà, qui vient d'apparaître à l'écran. Et puis, comme on parle d'éthique, je signale que tu as été membre, entre autres, de la commission d'éthique de la recherche en numérique. Et c'est ce qui nous amène donc à cette question défi que tu poses aujourd'hui. L'inhumain de l'intelligence artificielle fait-il du bien à l'homme? À tout à l'heure et bonne conférence à toutes et à tous. Merci Gauthier. Bonjour à tous. J'ai par rapport à l'exposé de Jean-Paul Delahaye une position qui est complexe. Je ne suis ni complètement d'accord, ni complètement en désaccord avec ce que tu as dit, parce que l'idée de complexité, que la complexité soit liée à l'éthique, ça me paraît intuitivement intéressant. Et de l'autre côté, il y a, à mon avis, des arguments évidents qui montrent que ça ne peut pas marcher. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Donc, bon, je veux dire que la profondeur logique de Bennett, qui est incalculable de ma position, elle demanderait un temps d'exposé dont je ne dispose pas tout de suite pour pouvoir continuer. Donc, je vais reprendre dès le début. Je vais réinitialiser en quelque sorte le champ de discours. Ma tâche aujourd'hui sera double. D'un côté, parler de problèmes, parler de questions dans ce domaine de l'éthique de l'intelligence artificielle. Et puis, de l'autre côté, vers la fin de l'exposé, si possible, essayer de réfléchir un peu sur les solutions ou des idées de solutions. Très souvent, quand on parle d'éthique de l'intelligence artificielle, on s'arrête à une énumération de soucis, de problèmes, comme si il ne fallait pas aller plus loin que cela et commencer à se demander finalement qu'est-ce qu'on peut faire. Mais pour commencer, donc, cette petite image soviétique tirée d'un calendrier soviétique des années 60 avec une dame qui a gagné du temps libre, elle peut partir au théâtre, au cinéma peut-être, parce que c'est le robot qui fait du ménage à domicile, qui nettoie tout simplement par terre. Et vous vous rendez bien compte, l'illustrateur soviétique des années 60 a imaginé que pour faire du ménage, il fallait un robot humanoïde avec deux bras, avec un balai et en plus avec une tête, des yeux et même une bouche qui sourit. Quand 50 ans plus tard, on a fabriqué des robots qui font du ménage à domicile, qui sont des aspirateurs automatiques de type Roomba, alors là, on s'est rendu compte que pour réaliser cette fonction, il n'était absolument pas nécessaire de faire des robots humanoïdes qui imitent l'aspect des êtres humains, l'aspect visuel humain, mais même par rapport à ces robots Roomba, qui n'ont pas de bras et qui n'ont pas un long balai humain, même par rapport à ces robots-là, il y a quand même quelques éléments, vous voyez, qu'on reprend de l'idée des années 60. Alors là, le contact émotionnel, affectif entre la dame et le robot était évident. Le contact des yeux, la souris, les deux sont en train de sourire. Là, par rapport à ce robot Roomba, le chien est complètement indifférent, mais peut-être que la dame là-haut, là, vous convainc un peu plus. On peut quand même réagir de manière émotionnelle, même en interagissant avec ce genre de machine. Et c'est la première cartographie de l'éthique de l'IA qui est très, très, très ancrée dans la réflexion historique et qui est toujours avec nous. Il a tout un tas de livres écrits selon ces grands sujets, ces grands thèmes: autonomie, émotion, imitation des traits humains, l'aspect, la voix. Cette cartographie, elle est très intéressante, mais je vais parler aujourd'hui non pas de celle-là, mais d'autres types de cartographie du même champ. Donc c'est toujours le même champ, qui peut aussi être
présenté sous forme d'interrogation sur les agents qui agissent. Alors, pourquoi? Parce qu'on veut attribuer des responsabilités derrière. On veut savoir qui est responsable en cas de dysfonctionnement, de conséquences imprévues. Alors, qui est responsable? Donc, le même champ peut être cartographié en termes d'agents en disant entre le programmeur et l'utilisateur, il y a bien d'autres types d'agents, par exemple, celui qui est responsable pour la sélection des données avec tous les biais qui sont contenus dedans, et les juristes adorent cela. Si dans cette salle il y a des juristes, cette cartographie-là vous est bien connue. Et d'ailleurs, au Comité national d'éthique du numérique en France, on a fait pas mal de travaux à l'échelle européenne aussi, en parlant de ces agents responsables. Et la troisième cartographie, et c'est celle que je vais utiliser pour commencer cet exposé, cette troisième cartographie se déploie en termes de valeurs. Et c'est elle qui est utilisée aujourd'hui dans les grandes institutions internationales, le partenariat global, le Global Partnership for AI, GPAI, également dans les contacts à l'échelle de l'UNESCO. Vous savez que ces grands documents, que ce soit des documents européens, que ce soit des documents internationaux, des documents nationaux, sur l'éthique de l'IA sont formulés en termes de valeurs. Quelles valeurs? Des valeurs comme la sécurité ou l'équité tout en bas, des valeurs qui s'appliquent tout aussi bien à un train de métro qu'à un système d'intelligence artificielle, donc des valeurs qui ne sont pas spécifiques au système d'IA, des valeurs ensuite qui, encore une fois, là-haut, se disent avec des mots que nous comprenons bien, hein, comme utilité ou loyauté, mais qui ont un sens un peu particulier dans le cas des systèmes d'IA. Par exemple, la loyauté signifie qu'un système d'IA ne fait rien en arrière-plan, qu'il ne déclare pas à l'utilisateur. Et puis, le troisième type de valeur qui va nous intéresser, je termine rapidement cette introduction un peu théorique, je commence tout de suite ma série d'exemples, ce sont les valeurs comme traçabilité, explicabilité, interprétabilité. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, vous connaissez probablement déjà cette histoire-là, mais je reprends un ou deux exemples très classiques déjà pour vraiment essayer de poser à la fois la question, mais aussi d'ouvrir quelques pistes vers des solutions possibles. Quand Lee Sedol perd son match de Go à AlphaGo, qui depuis a été dépassé par AlphaZero, ça se passe en 2016, vous vous en souvenez probablement. La première partie, bon, il l'a perdue, mais il est triste sans plus. La deuxième partie, quand il la perd, il est vraiment étonné. Il dit « Je suis sans parole parce que la machine a fait un coup de Dieu ». Qu'est-ce que c'est que ce coup de Dieu? C'est un coup dans le jeu de Go qui n'existait dans aucune bibliothèque, ce système faisant de l'apprentissage supervisé. Donc à partir de l'ensemble des bases de données de jeux de Go déjà joués par des êtres humains. Et on sait que depuis d'ailleurs AlphaZero qui a dépassé AlphaGo avec de l'apprentissage non supervisé fait beaucoup mieux. La question que vous vous posez spontanément quand je dis un coup qui n'existait dans aucune base de données. Et la question que Lee Sedol s'était posée à l'époque aussi, c'est où est-ce qu'elle l'a trouvé? La réponse est toute simple, enfin simple ou pas, c'est qu'elle a joué contre une copie d'elle-même et donc elle a trouvé ce coup-là. La question que je me pose, moi, n'est pas celle-ci, même si la première est très naturelle. Mais la question qui m'intéresse davantage, c'est de savoir ce qui s'est passé depuis. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé depuis, c'est que tous les joueurs humains à un certain niveau de jeu de Go font ce coup-là. Pourquoi? Parce qu'en imitant la machine, donc en ayant pris quelque chose sur la machine. Pourquoi? Parce que dans le jeu de Go, c'est très simple. La métrique, c'est 1-0, c'est un jeu. Donc tout ce qui permet d'améliorer la position, d'aller vers 1, d'aller vers une partie gagnée est bon. Hein, le jugement, c'est 1-0, c'est facile. Et donc, on imite la machine, c'est un problème, parce que ça permet d'améliorer la situation. Mais vous voyez, là, déjà, il y a la double imitation. La machine apprend sur les parties humaines, hein, sur les parties jouées par des êtres humains, et l'être humain apprend sur la machine. Alors maintenant, on va
sauter de là vers un autre exemple d'apprentissage que tout le monde connaît très très bien, qu'est la reconnaissance biométrique, en particulier la reconnaissance faciale. Avec la reconnaissance biométrique, tout le monde, spontanément, vous tous, je pense ici, vous pensez à ce dilemme fondamental entre les valeurs de sécurité publique et de la protection de la vie privée. La place du curseur entre les deux dépend des cultures, des civilisations. C'est un grand débat et ce n'est pas le débat qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment ça marche. Les systèmes de reconnaissance des visages, donc qui en input prennent des photos de visage, vont par eux-mêmes, entre guillemets, enfin plus ou moins, déterminer jusqu'à 10 puissance 2, donc autour d'une centaine, 80, 100, donc quelque chose de l'ordre de 10 puissance 2 paramètres pour décrire nos visages. Et cela leur permet de les identifier. Donc, alors, il y a des paramètres un peu bizarres parce que dans nos langues que nous parlons, nous n'avons pas assez de mots pour les nommer. Il n'y a pas 100 mots pour nommer des traits de visage. Il y a à peu près 25-30 mots dans nos langues. Donc, il peut y avoir un paramètre qu'on visualise. On dit « Ah, ça ressemble à l'angle entre la lèvre inférieure et la ligne du menton ». Mais on n'a pas un seul mot pour dire cela. Est-ce que c'est un problème ? Posez la question à la police va vous dire « on s'en fiche complètement de savoir comment vous le faites. Faites-le comme vous voulez. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller vérifier les papiers du suspect que vous avez identifié et si c'est le criminel recherché, eh ben, merci beaucoup. » La métrique est toujours 0,1, vous voyez, comme dans le jeu de Go. Donc là, pour la police, le problème d'explicabilité n'existe pas. Ils ne veulent pas savoir comment parce qu'à la fin, c'est la métrique 0,1. Maintenant, vous prenez exactement le même algorithme de reconnaissance d'image. Au lieu de lui donner des photos de visage, vous lui donnez des scans médicaux. Alors, avec les scans médicaux, vous savez que les systèmes d'IA aujourd'hui fonctionnent parfois mieux que les radiologues humains. Il va être très efficace, il va être très précis, ce système, tout va bien se passer. Donc, il va vraiment déterminer s'il y a une tumeur derrière ou pas. Et alors, un dialogue que vous imaginez facilement aussi. Docteur, dites-moi quel est le résultat de mon examen. Eh bien, asseyez-vous, cher patient, on va voir ça sur écran. Bon, écoutez, je crains avoir une mauvaise nouvelle pour vous. Vous voyez, là, c'est rouge, là. Mais docteur, qu'est-ce qui m'arrive? Bon, écoutez, c'est rouge, donc vous devez faire opérer, je vous conseille. Parce que, vous voyez, tous ceux qui ont eu du rouge, là, ils sont morts en 6 mois. J'ai une corrélation. Hein, faites-vous opérer. Mais attendez, docteur, mais vous pouvez me dire quel est mon problème? Mais vous n'avez pas compris, cher patient. Vous avez du rouge, là, vous voyez? Donc là, vous voyez, un médecin ne peut pas ne pas mettre de mots, ne pas formuler en langue naturelle le résultat que lui donne la machine. Et pourtant, ce résultat, il est précis, etc., mais c'est un résultat de calcul. Le médecin va l'interpréter, va l'expliquer au patient de manière sans doute incomplète, imprécise, un peu approximative, mais il a besoin de faire une explication verbale de ce que fait la machine. Et c'est le même système de reconnaissance d'image. Donc, selon les cas d'usage, ce problème peut apparaître ou ne pas apparaître. Pour continuer mes exemples, je prends maintenant, je change de type de données. Et plutôt que de parler de données visuelles, je vais parler maintenant d'un exemple déjà assez ancien de données textuelles, du langage, des systèmes qui génèrent du langage. Nous venons de publier il y a 6 mois déjà au Comité national d'éthique du numérique en France un rapport, un avis numéro 3 consacré aux agents conversationnels, au système plus généralement de génération de langage, de ce qu'on appelle traitement automatique de langue. Et entre parenthèses, je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet qui me passionne absolument, donc il y aura quelques exemples sur le langage. Un exemple ancien qui date déjà d'il y a 7 ans est un exemple de chatbot taille de Microsoft, que vous connaissez probablement. À l'époque, on faisait des systèmes conversationnels
de manière modulaire, c'est-à-dire qu'un système avait aussi différents modules sémantiques, reconnaissance de paroles, fabrication de réponses, etc., tout un tas de choses. Et quelque part, il y avait une métrique à définir, c'est-à-dire une fonction mathématique à calculer pour choisir la phrase de réponse, la réplique qui sera donnée à l'être humain. Et quand je vous dis bonjour, il y a 10 000 répliques possibles. Hein. Vous pouvez répondre par un bonjour, par un comment ça va, par tout un tas de répliques. Donc, comment est-ce que la machine va choisir une seule réplique de réponse? Il faut définir ce qu'on appelle la métrique pour cela. Et vous voyez que définir a priori une métrique pour toutes les situations de dialogue possibles, cela ne marche pas. Il n'y a pas une seule fonction mathématique qui marche dans tous les cas de figure, parce qu'il y a 10 000 réponses possibles qui sont toutes bonnes. Alors, les ingénieurs, à l'époque, se sont posés cette question et ils ont trouvé une réponse assez géniale, du point de vue technique en tout cas. Si on ne peut pas définir une métrique, une fonction à calculer a priori pour choisir la bonne réplique, la bonne phrase de réponse, alors il faut regarder tous les dialogues qu'on a eus déjà avec la machine. Il faut maximiser l'engagement de l'utilisateur, c'est-à-dire parmi tous ces dialogues, ceux où la machine répond et l'utilisateur répond encore. Et ne lâche pas, hein, continue le dialogue. Finalement, ces dialogues sont des dialogues bien construits parce que l'utilisateur s'est engagé pendant longtemps dans cette conversation-là. Et donc, du point de vue de l'ingénieur, qui ne peut pas définir de métrique a priori, mais la machine doit calculer quand même quelque chose. Prendre la métrique qui est celle de maximisation de l'engagement de l'utilisateur, c'est une solution technique qui s'impose, qui est vraiment assez rationnelle. Alors, vous savez probablement ce qui est arrivé à Microsoft. Microsoft a mis sur Twitter un tweetbot qui s'appelle Tai en 2016 aussi, qui ne faisait que réaliser cette maximisation d'engagement de l'utilisateur, sans aucun filtre, sans rien du tout. Et Tai, en quelques heures, a découvert, en discutant avec des êtres humains sur Twitter, que la meilleure manière de maximiser l'engagement de l'utilisateur, c'était de l'insulter. Et parce qu'il paraît que la probabilité est très élevée que quand on insulte un être humain, il va répondre. Et donc, si vous voulez maximiser le nombre de répliques, vous l'insultez sans cesse. Vous voyez ? Donc, un problème éthique, l'ingénieur n'avait pas programmé ça. Hein, l'ingénieur n'avait pas programmé d'insulte dedans. C'était juste un système apprenant avec la maximisation d'engagement. Mais vous voyez que ce problème éthique, il émerge pendant l'utilisation. Et donc ça, c'est la partie la plus difficile, si vous voulez. La partie la plus difficile, c'est justement d'essayer de prévoir ce qui est, avec le langage, est pratiquement imprévisible. Hein. Quels seront les problèmes au fur et à mesure de l'usage du système. C'est la table des matières du rapport français sur l'éthique des agents conversationnels que vous pouvez consulter sur Internet librement. Alors, dans cet avis, il y a des recommandations pour les utilisateurs, des recommandations pour les concepteurs, il y a tout un tas de choses. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être de vous montrer la révolution qui commence en 2017 et qui explique pourquoi nous en sommes là aujourd'hui à parler d'agents conversationnels. Contrairement à l'histoire de la reconnaissance des données visuelles, reconnaissance d'images, où les grandes percées sont liées plutôt à la puissance du calcul qui monte entre 2008 et 2012 énormément et qui continue à monter, avec le langage. Évidemment, il y a aussi la puissance du calcul, ça c'est sûr, mais il y a une idée théorique nouvelle, une architecture nouvelle de réseaux de neurones qui s'appelle les réseaux de type transformer, qui apparaissent en 2017 et à partir de 2020, ces systèmes voient le jour et vous avez sans doute déjà entendu parler de ces systèmes, GPT-3, Lambda, Gopher, etc., etc., etc. Ce qui est très intéressant, c'est que pour le langage, le saut en complexité, pour reprendre une idée chère à Jean-Paul, le saut de complexité est absolument gigantesque. Reconnaître une image, je vous ai dit tout à l'heure, reconnaître un visage, ça prend 10 puissance 2 paramètres, hyperparamètres dans le système. Pour que le système commence à bien parler en autre langue, il faut monter jusqu'à 10 puissance 11 ou 12 paramètres. Des centaines de milliards. Et un papier qui date du mois d'avril de cette année, donc il y a un mois, démontre que si vous êtes
simplement à quelques dizaines de milliards de paramètres, ça ne marche pas. Mais si vous êtes à quelques centaines de milliards, d'accord, 10 puissance 11 de paramètres, alors là, ça commence à marcher. Personne ne sait pourquoi. Est-ce qu'il y a un saut là dans cet espace de phase à 10 puissance 12 paramètres? Personne ne sait pourquoi 60 milliards de paramètres, ça ne marche pas, mais 500 milliards de paramètres, ça marche. Donc, vous voyez, on est à un autre niveau de complexité, mais il y a une idée géniale, théorique, c'est que qui n'est pas lié à l'histoire de la complexité du calcul. C'est que ce qu'il faut pour faire du langage, c'est apprendre à prédire un mot ou une combinaison de mots qui manque. Le système fait de l'apprentissage tout seul, en se dérobant à lui-même un mot dans un texte, et pas nécessairement un seul mot, mais peut-être quelques mots avec des positions très délocalisées, pas à la suite. D'accord ? Et puis, le système essaie de les prédire. Et puis, il compare la prédiction avec le résultat qu'il s'était dérobé à lui-même, etc., des milliards de fois. Ça marche très, très bien. Ça demande des mois d'entraînement et ça donne aujourd'hui des articles dans le New York Times, dans le New Yorker, dans tout ce que vous voulez, sur la puissance de ces systèmes de génération de langage qui est absolument fascinante. D'ailleurs, on peut faire du code HTML automatiquement. Hein, ça, je ne sais pas si vous le savez, si vous avez besoin d'un site web simple, vous pouvez juste lui dire à ce système ce que vous souhaitez. Je veux une page verte avec 3 points de menu, avec 2 boutons rouges, etc. Il va vous écrire le code HTML sans jamais avoir appris ce que c'est que l'HTML. D'accord ? Il ne sait pas. Il peut écrire dans n'importe quel langage de programmation, dans n'importe quelle langue humaine. Il n'a pas de concept. Il ne fait pas d'erreurs, enfin si, il fait parfois des erreurs du point de vue humain, mais pas du point de vue du calcul, mais sans savoir ce que sont les concepts humains. Alors un exemple qui date de 2020, un exemple déjà classique, ces systèmes n'ont pas de connaissance des notions ou des concepts humains. Pourtant, ils savent manipuler les mots exactement à la manière des êtres humains parce qu'ils ont appris sur des grands corpus de textes issus de nos usages, donc sur Internet. Si vous demandez à ce système comment il faut prendre tel ou tel médicament, il vous donne deux réponses qui sont des résultats de calcul, mais encore une fois, il n'y a pas de sémantique derrière. Il ne sait pas ce que c'est qu'un médicament, il ne sait pas ce que c'est que conseil de médecin. Il fabrique un texte de manière contextuelle et puis la valeur de vérité de ce texte n'est absolument pas dans le calcul de la machine. Donc ce texte qui n'est pas un résultat de réflexion sur le sens ou la signification, qui est fabriqué de manière asémantique, n'a pas pour la machine de valeur de vérité, parce que la vérité ici ne fonctionne pas. Pour nous, ça peut créer des problèmes comme ce que je viens de montrer. Si vous demandez des choses un peu risquées, comme un conseil pour prendre un médicament, mais ça peut aussi fabriquer du hasard auquel, je pense, Jean-Paul ne saura pas résister. Et c'est là qui rend ces systèmes de génération très intéressants sur le plan éthique. Ces systèmes ne sont ni déterministes, ni complètement aléatoires, ni déterministes, ni complètement aléatoires. Mais leur comportement ressemble à ce degré d'aléa que nous appelons normalement le libre arbitre humain. Regardez, parfois vous leur dites « écris-moi un poème en rime sur l'intelligence artificielle ». Et vous donnez la même phrase de début, là, la même commande. Tantôt, il va vous dire « je n'ai pas envie, j'ai plutôt envie de chanter une chanson ». Et tantôt, il va vous écrire un poème, qui est pas mal d'ailleurs. Et ce degré d'aléa, ce degré d'instabilité, qui n'est ni déterministe, ni complètement hasardeux, complètement aléatoire, là, ce positionnement-là qui le rapproche en quelque sorte de l'interlocuteur humain. Et donc, quand vous faites des systèmes de dialogue avec ce genre de transformers, ils peuvent vous parler
pendant de longues phrases, comme un être humain, pratiquement de manière indistinguable, en passant le test de Turing et puis en faisant des copines, assistantes, amies virtuelles, vous voyez, qui évidemment posent tout un tas de problèmes éthiques de type usage. C'est-à-dire c'est un système qui utilise le langage de manière pratiquement indistinguable de la nôtre, et cependant, derrière, il n'y a pas du tout de sensibilité, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de corps matériel. Alors, est-ce qu'on peut insulter ou pas insulter ces systèmes-là? Est-ce qu'il faut projeter sur ces systèmes des émotions, une personnalité? Donc, tout ce qui se passe par projection est un grand sujet de réflexion. Mais je vais passer un peu rapidement sur cet exemple-là parce que c'est le suivant qui m'interpelle encore plus. Non pas les insultes, mais la mort. Alors là, c'est un exemple canadien. C'est pour ça qu'en étant au Canada, je veux bien insister là-dessus. En juillet dernier, un jeune homme, je crois qu'il vit dans l'Ontario quelque part, qui n'arrivait pas à sortir du deuil après la perte de sa petite amie pendant des années et des années. Il a fabriqué, avec l'aide d'un informaticien californien, il a fabriqué un chatbot qui était entraîné sur tous les messages utilisés par tous les messages qu'il avait échangés entre lui-même donc, et sa petite copine décédée. Et quand je raconte cette histoire, donc vous voyez ce qui se passe, hein, il discute avec un chatbot tout en sachant que c'est un chatbot, mais qui parle un peu comme elle. En plus, il lui donne le même nom, Jessica, qu'à sa petite copine. Quand je raconte cette histoire à mes étudiants, ils commencent par dire « Mais quelle horreur! Jamais, jamais! Faire des chatbots qui parlent comme les personnes décédées, c'est alterner profondément le statut de la mort. Jamais, il faut interdire cela, disent mes étudiants. » Et puis, je leur raconte la suite. En fait, ce jeune homme qui n'arrivait vraiment pas à sortir de son deuil, il a été plus ou moins guéri. Cette technique-là a eu un effet thérapeutique majeur sur lui. Pourquoi? Alors, bonne question. Mais il a pu sortir de son deuil à la fin. Et il a repris plus ou moins une vie normale. Un peu comme avec le premier chatbot Elisa de Weizenbaum au MIT en 1965, l'effet thérapeutique de ces discussions avec une machine a été évident pour certains patients. Et donc là, les étudiants me disent « Oh là là, mais oui, mais là, c'est compliqué cette histoire. Donc si c'est un usage thérapeutique, pourquoi pas? Alors finalement, on peut l'autoriser. Mais pas pour le pur divertissement. » Ben voilà, la question, ça commence à être non pas interdire ou autoriser complètement, mais mettre des contraintes. Mais quel genre de contraintes? Et c'est là que c'est intéressant. Par exemple, une des contraintes, ça pourrait être de créer une mort virtuelle. Dire que oui, vous pouvez faire des jumeaux numériques des personnes décédées, mais il faut programmer, par exemple, après 10 000 répliques, l'effacement de la mémoire. Donc 10 000 répliques et puis une mort virtuelle. Ah bah pourquoi pas? Ou sinon, d'autres disent non, non, il faut mettre d'autres types de contraintes. Par exemple, seulement si vous êtes géolocalisé au cimetière devant la tombe de la personne, alors votre téléphone peut commencer à vous parler comme si c'était elle. Il y a des gens qui disent ça. Hein. Donc, vous voyez, une contrainte géographique. Mais c'est clair qu'il faut créer des contraintes. Et c'est à nous d'essayer de réfléchir sur cette situation assez inédite. Quel genre de contraintes est-ce qu'on va créer? Est-ce qu'il faut créer une mort pour ces systèmes numériques? Est-ce qu'il faut regarder les finalités et seulement dans un cadre médical? Mais médical comment? Est-ce qu'il y aura des médecins qui vont vous donner des chatbots entraînés sur les messages? Et puis, il y a une autre grande question, c'est que les données personnelles s'éteignent avec la mort. Pour les personnes décédées, il n'y a pas de données personnelles parce qu'il n'y a pas de personne. Et en vertu de quoi par exemple, ce jeune homme ou quelqu'un d'autre ne pourrait-il pas utiliser toutes ces archives de messages sans consentement? Est-ce qu'il faut protéger la dignité des personnes décédées et donc
chercher le consentement des héritiers, par exemple, où est-ce qu'il faut, de son vivant, consentir à l'utilisation de ces données après la mort. On n'a pas de solution pour l'instant à ces questions-là. Donc, vous voyez, nouveau type de questions, nouvelles questions, nouveaux types de questions qui apparaissent et qui sont assez compliquées. Le temps file, donc j'avance. Il y a 5 sources de tensions éthiques. J'ai parlé de l'explicabilité, du problème de l'apprentissage qui n'est pas sémantique, qui est asémantique et donc qui ne traite pas de signification de mots. Il y a le problème de l'instabilité ou de robustesse, comme on dit souvent, qui est très classique. Vous avez un panda, vous ajoutez 7 millièmes du bruit. Pour vous, à droite, c'est toujours un panda. Pour la machine, ça n'est plus du tout un panda, c'est un gibbon. La même chose pour les tumeurs, la même chose pour les voitures. Vous l'avez déjà vu sur le langage tout à l'heure. Le manque de robustesse, parfois, est salutaire, parce que ça permet de construire du dialogue qui ressemble au dialogue humain. Et parfois, il crée des risques de sécurité majeurs, comme pour la reconnaissance des voitures sur une route. Donc, que faire de ce problème de stabilité? Vous voyez, d'un côté, il faut le combattre. Donc, il faut ajouter de la stabilité pour bien identifier les panneaux routiers ou les voitures ou d'autres types d'obstacles sur la route. De l'autre côté, on exploite l'instabilité parce que ça nous permet de faire des machines qui se comportent un peu comme les êtres humains. Nous sommes assez instables, en fait. Et trouver cet équilibre-là, ça n'est pas évident, mais vous voyez, parmi les 5 sources de questions éthiques, c'est un peu comme ça que ça se passe avec chacune des 5. On ne peut pas juste dire que ce problème devrait être résolu et effacé. En fait, quelque part, on est toujours en train d'exploiter chacun de ces 5 types de problèmes, les biais, le deuxième type de problème que vous connaissez, le troisième, apprendre sans comprendre, j'en ai beaucoup parlé, le quatrième, la robustesse, je viens de l'illustrer avec les pandas. Le premier et le cinquième, je n'en ai pas parlé, je n'aurai pas le temps de discuter de ces problèmes de spécification et vérification. Donc, tout le paysage de l'éthique de l'IA, du point de vue de l'ingénieur, là, cette fois-ci, peut être résumé, c'est ma dernière cartographie, si vous voulez, peut être résumé en 5 grands types de problèmes. Donc, du point de vue du juriste, tout à l'heure, c'était qui est responsable. Du point de vue des politiciens, c'était quelles sont les valeurs. Du point de vue de l'ingénieur, voilà 5 types de problèmes. Et pour terminer, je vous l'ai promis, donc voilà, pour terminer, j'ai toujours des slides de ce que fait l'Union européenne là-dessus. Juste un mot peut-être pour vous qui êtes Canadiens. L'Union européenne, la Grande-Bretagne, la Chine, depuis l'année dernière, se sont engagés dans une course à la réglementation. L'Union européenne est en train de faire un règlement sur l'IA. De même, l'Angleterre. La Chine, probablement aussi, en tout cas, pas une loi nationale, mais des règlements un peu au niveau des arrêtés et des décrets qu'ils prennent. Cette course à la réglementation va modifier assez profondément, je pense, le paysage industriel et géopolitique dans le domaine de l'IA. Et une des questions que chacun se pose aujourd'hui, c'est de savoir lequel de ces standards va s'imposer au monde. Un peu comme le standard du RGPD européen, de la protection des données à l'européenne, s'impose plus ou moins petit à petit aux autres. Et là, justement, la voix du Canada serait très intéressante. Le Canada, qui est un des coprésidents de Global Partnership for AI avec la France, mais le Canada, pour l'instant, autant que je sache, ne développe pas de loi à l'échelle de tout le pays, à l'échelle fédérale, pour encadrer l'IA. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Est-ce qu'il faudra ensuite adopter la grille de lecture réglementaire européenne ou une grille de lecture réglementaire chinoise? La question est ouverte. Mais je pense que d'ici 2-3 ans, on va parler non pas de recommandations ou lignes directrices, mais vraiment des lois sur l'IA.
Donc on est en train d'aller vers ce nouveau monde de réglementation hard, si je puis dire. Bon, dans les 3 minutes qui me restent, c'est déjà fini, oui, enfin presque fini. Quand même, la dernière histoire que je raconte toujours sur les solutions. Je vous l'avais promise tout à l'heure. Peut-être que vous ne savez pas encore que j'aime beaucoup les histoires qui nous renseignent un peu sur l'éthique. Et sur la voiture autonome, sur le dilemme du trolley que vous voyez ici, je pense que justement, il y a une histoire qui nous permet de trouver une approche, une méthode pour réfléchir à propos de toute cette nouvelle question absolument inédite que nous posent les systèmes d'intelligence artificielle. Alors, le dilemme du trolley, dans le cadre de l'intelligence artificielle, vous avez une voiture autonome, c'est une expérience de pensée, parce que les vraies voitures autonomes, en réalité, ne possèdent pas toutes ces données-là racontées de manière narrative, comme je vais le faire pour vous. Les voitures autonomes ne raisonnent pas en langue humaine, vous l'avez compris. Donc, la narration que je vous fais est une narration humaine. La voiture autonome ne peut pas éviter un accident, elle va devoir choisir la victime. Alors, les passagers à protéger, qui est à protéger? Les passagers, les piétons, comment doit-elle faire en situation d'accident inévitable? Une commission d'éthique allemande, en 2017, dit « Aucun choix de métrique a priori ne peut être bon ». Si vous choisissez de protéger les passagers ou les piétons ou les personnes âgées ou les personnes mieux éduquées ou les personnes qui sont vos amis sur Facebook, quelle que soit la métrique a priori que vous définissiez, dit la commission allemande très kantienne avec de l'éthique de Kant, là, ce choix ne peut pas être bon. Mais le programmeur, il est un peu embêté, permettez-moi ce mot-là, parce qu'il doit définir une métrique quand même. Et donc, un peu comme avec les chatbots, il va définir une métrique a posteriori, en disant, si vous m'interdisez toutes les métriques a priori, par exemple, protéger les personnes plus jeunes et pas les plus âgées, etc., tout est interdit, donc je vais chercher une métrique a posteriori, c'est-à-dire je vais demander, alors, non pas aux voitures autonomes, mais aux êtres humains, comment elles se comporteraient dans cette situation-là, et puis je vais faire des sondages. Moi, je trouve déjà que c'est un très mauvais choix que de demander aux êtres humains de se mettre à la place des voitures autonomes, parce qu'il y a les êtres humains qui sont responsables et les voitures qui ne le sont pas, qui ne sont pas des personnes. Mais après, on trouve que le monde se divise en 3 parties. Dans la partie globalement en vert, plus ou moins le monde occidental, on préfère ne rien faire. Dans la partie en rouge, pardon, dans la partie en vert, plus ou moins l'Amérique du Sud, on préfère protéger ceux qui ont le statut social le plus élevé et aussi protéger les femmes. Et d'ailleurs, la France est verte, le Canada est rouge. Et en bleu, la partie plutôt asiatique, on préfère protéger ceux qui vivent conformément à la loi. Une très belle expérience de psychologie cognitive. Vous montrez ça à l'ingénieur, il vous dit impossible de l'utiliser. Mettre en œuvre tout cela, je fais un taxi autonome, il va faire quoi? Vérifier votre papier et à chaque fois, avec chaque nouveau passager, il va changer de métrique? Non. Donc, cela ne marche pas. Alors, justement, là vient une histoire qui est très ancienne et qui peut-être nous permet de comprendre comment on peut réfléchir sur ces nouvelles questions d'éthique. Cette histoire ancienne est une histoire de Josué, qui est le 2e chef d'Israël après la mort de Moïse, et qui entre en terre promise avec donc le peuple d'Israël. La terre est occupée, il doit faire la guerre à ceux qui se trouvent là. La première bataille, il la gagne, la deuxième bataille, il la perd. Et il ne comprend pas, il a un problème d'explicabilité. Il déchire ses vêtements, il se met des cendres sur son crâne, il parle avec Dieu, il dit « Dieu, mais écoute, j'ai un problème d'interprétabilité du résultat. J'ai un résultat, tu m'avais promis cette terre, mais j'ai un résultat, c'est que j'ai perdu la bataille. » Dieu dit « Attends, je vais te donner une explication avec des mots. » C'est que quelqu'un avait pris possession d'un objet que j'avais interdit donc de prendre, et Josué, il dit « Ah, j'ai compris, tu nous avais punis, donc tu nous avais punis, et puis maintenant, on va simplement alors mettre à mort le criminel et voler de victoire en victoire, mais dis-moi qui est le criminel, je le mettrai à mort. »
À quoi Dieu répond « Vechi delatorani, mais suis-je délateur » en araméen dans le texte du Talmud, « mais suis-je délateur, va et jette les dés ». Va et jette les dés. Et dans cette histoire, après, il y a toute une suite très étrange. Les dés vont tomber sur un Akan qui va commencer par dire « Mais tu fais la justice par un tirage au sort, tu es fou ». À quoi Josué répondra « Je te prie, avoue ta faute, parce que par cette même procédure sera partagée la terre d'Israël entre les tribus. » Et donc, ce qui est en jeu, c'est la confiance à la procédure. Vous voyez, ce n'est pas la vie d'Akan. Donc, une figure assez compliquée aussi à interpréter, mais je suis plutôt intéressé par la phrase de Dieu. Pourquoi va-je jette les dés? J'interprète cette phrase depuis quelques années déjà, et à chaque fois que je raconte cette histoire, il y a un nouvel aspect qui apparaît, il me semble, quelque part. Dieu, dans cette histoire, est un système fonctionnel qui informe les utilisateurs du nom du criminel. Mais il y a déjà un conflit. Josué a perdu une bataille. Et donc, c'est déjà connu, hein, il y a déjà un conflit. Et Dieu, s'il donne cette information, il entre dans ce conflit, il devient délateur. Et donc, il essaye de se soustraire à cette projection de jugement. Vous voyez, le tirage au sort permet ici de soustraire le système à une projection de qualité humaine. Là, délateur, c'est une qualité morale qui est dans le monde humain, pas dans le monde des machines, ni de Dieu d'ailleurs. Et donc, cette projection, elle est tellement spontanée et évidente qu'il faut faire quelque chose pour l'empêcher. Ce n'est pas qu'il faut la construire, non, elle est déjà spontanément là. Et vous avez compris alors ma réponse pour la voiture autonome et ma réponse pour des cas beaucoup plus réalistes, comme par exemple l'utilisation des pronoms personnels genrés. C'est le dernier slide. En 2018, Google se demande s'il peut encore, dans ces logiciels qui continuent pour nous les phrases. Vous connaissez tous, ça s'appelle Google Smart Compose. Vous commencez à taper une phrase, il termine automatiquement la phrase. S'il peut utiliser les pronoms personnels genrés, il, elle, he or she. Google dit, grand problème éthique, on va supprimer les pronoms personnels genrés complètement. Alors, aujourd'hui, vous posez la question, je n'ai pas eu de nouvelles de Gauthier, même si j'en ai eu en fait. Comment va-t-il? Et comment va-t-il? Non, c'est un être humain qui parle, mais jamais la machine ne parlera comme ça. Ce sera comment ça va. Donc, faire des chatbots qui parlent une langue un peu plus inhumaine, vous voyez, faire des chatbots, par exemple, imaginez un enfant qui apprend une langue avec un chatbot qui n'utilise jamais de pronoms personnels genrés, ça me semble bizarre et ça me semble plutôt une mauvaise décision. Et la bonne solution dans ce cas-là serait passer un certain seuil de conflit qui reste à définir, de tirer au sort et d'informer l'utilisateur que le pronom personnel a été tiré au sort. Et ce qui est important dans ce cas-là, ce n'est pas tellement l'anecdote de Google avec les pronoms personnels, c'est la méthode par laquelle nous sommes arrivés à cette solution. Et je termine là. Il me semble que ces grands récits de l'humanité, comme les récits bibliques que je viens d'utiliser, peuvent nous renseigner sur les questions inédites, technologiquement complètement nouvelles, que sont les nôtres aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alexei. Alors malheureusement, on n'a pas le temps pour les questions et je vais faire une synthèse très rapide. D'ailleurs, je précise, comme tu as fait de nombreuses références à la présentation de Jean-Paul Delahaye, pour ceux qui nous regardent, que vous pouvez donc regarder en replay la présentation de Jean-Paul Delahaye sur la construction d'une éthique universelle. Et donc, cette matinée est consacrée à l'éthique. On a continué à parler de l'éthique dans l'intelligence artificielle avec Alexei. Donc rapidement, en fait, tu as montré l'évolution de l'éthique à travers l'évolution de l'intelligence artificielle en reprenant quelques exemples emblématiques. Donc je ne vais pas les redétailler, mais bien sûr, on a commencé avec le jeu de Go, où la machine a battu l'humain. Tu as enchaîné avec la reconnaissance biométrique, donc avec cette question
de savoir comment ça marche, du nombre de paramètres qu'il faut pour reconnaître un visage. Et puis tu as enchaîné sur les chatbots, donc avec un des systèmes qui demande un nombre de paramètres faramineux comparé à la reconnaissance faciale. On passe de centaines de paramètres à plusieurs centaines de milliards. Et donc, tous ces problèmes liés à l'éthique, finalement, et aussi technologiques, de savoir quelle réponse apporter à une question, et donc parmi des myriades de possibilités, en soulignant par exemple que quand on donne une réponse qui maximise l'engagement de l'utilisateur, eh bien, on arrive à des problématiques comme le fait d'insulter la machine, et réciproquement. Voilà, donc on voit que l'augmentation de la puissance de calcul et l'émergence de l'intelligence artificielle de plus en plus puissante conduit à des problématiques de plus en plus importantes. Et donc tu as mentionné aussi ce problème incroyable de savoir si on peut faire parler les morts, de créer des jumeaux virtuels, numériques des morts, qui donc posent des questions éthiques et auxquelles il faut répondre par des contraintes. Et il faut choisir parmi ces contraintes, donc tu en as évoqué plusieurs, qui permettent en quelque sorte de restituer, de conserver une morale. Donc voilà, l'évolution de l'éthique, l'évolution de l'intelligence artificielle pose de nouvelles questions éthiques, nouvelles questions qui vont devoir conduire à de nouveaux règlements avec des enjeux, comme tu l'as dit, à la fois industriels et géopolitiques. Et donc la grande question, c'est de savoir quelle éthique va s'imposer, alors même qu'il n'y a pas de réponse a priori morale sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Et donc peut-être que ce sera ta solution qui sera retenue un jour, celle de tirer au sort, dans des situations données, pour que l'intelligence artificielle puisse faire des choix à partir de tirage au sort, à partir du hasard. Voilà, c'était rapide, mais merci encore Alexei, que je vous propose d'applaudir à nouveau.